Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous. Si vous êtes abonnés de notre page Facebook RFI Écho, vous le saviez déjà. Nous sommes à Lomé, la capitale du Togo, où se tenait cette semaine l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit, le sommet de l'industrie financière africaine, ici, entre les murs de l'hôtel 2 février, car oui, dans ce monde d'échanges, de commerce, de projets nouveaux, la finance est plus que jamais une industrie avec ses capitaines, ses architectes, ses ingénieurs, ses ouvriers aussi. Lui, est-ce un capitaine? Est-ce un architecte? En tout cas, notre invité, notre grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, est à la manœuvre dans le pays qui nous accueille, mais aussi dans l'ensemble de la sous-région. Bonjour Sani Yaya. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'économie et des finances du Togo, président aussi du Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union monétaire et économique ouest-africaine, au cœur de nombreux défis que nous allons questionner avec mon camarade de Jeune Afrique, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Julien, d'abord, le parcours personnel, le parcours professionnel de notre invité. Sani Yaya, vous avez la réputation d'être un ministre rigoureux, au fait de vos dossiers, loyal. Vous, le natif de la région de la Kara, dans le nord du Togo, vous êtes titulaire d'une maîtrise obtenue à la faculté d'économie de Lomé, mais aussi diplômé du Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris. Depuis 2016, vous êtes en charge au sein du gouvernement togolais du portefeuille de l'économie et des finances. L'exercice n'est pas simple dans une période chahutée par les crises. Alors que vous aviez prévu un plan de relance après le Covid, vous voilà confronté aux effets de la crise ukrainienne et des crises politiques et sécuritaires ouest-africaines. On va parler de tous ces défis en détail durant l'émission, mais en quelques mots, quel sera le niveau de la croissance du Togo cette année? Alors, je vous remercie. Le niveau de croissance, d'abord l'économie togolaise se porte très bien. C'est une bonne nouvelle. Elle est résiliente, elle s'est montrée résiliente durant la pandémie, la crise Covid-19, et elle se montre encore résiliente en ce moment. Et nous pensons qu'en fin 2022, nous serons à un taux de croissance de 5,8%. 5,8%. C'est quand même un chiffre important dans cette période chahutée. Effectivement, c'est grâce à toutes les mesures que nous prenons et en même temps tout le travail, l'excellent travail qui est fait en termes de réforme par le gouvernement. On va y revenir tout au long de l'émission. Votre grand combat au sein de votre ministère a été aussi de moderniser le fonctionnement de l'administration. À 58 ans, vous pouvez pour cela vous appuyer sur une longue expérience dans le secteur privé, au sein d'Ecobank, dont vous avez dirigé l'audit interne, et du groupe de banque assurance ivoirien NSIA, pour lequel vous avez été directeur des opérations. Vous êtes, en plus de vos responsabilités ministérielles au Togo, président, Bruno l'a dit, du Conseil des ministres de l'UMOA. Est-ce que vous voyez comme un ministre technocrate, un expert, ou la dimension politique revêt un rôle majeur dans votre action? Les deux. D'abord technocrate, c'est vrai, parce que c'est mon métier, la finance, mais en même temps aussi politique, parce que la fonction à ce niveau est une fonction éminemment politique. Donc il faut partager son cerveau en deux, son agenda en deux? Je veux dire que ça se complète. L'agenda n'est pas partagé en deux. Je crois qu'il y a une parfaite harmonie, une fusion entre les deux axes, si vous permettez. Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances du Togo, président du Conseil des ministres de l'UMOA, est notre grand invité de l'économie. Entretien que vous pouvez visionner en intégralité sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. Nous sommes au Togo, au sommet de l'industrie financière africaine organisé par le groupe Jeune Afrique. Les dirigeants des plus grandes banques du continent et les plus importants décideurs économiques sont présents. Bonne émission à toutes et à tous. D'abord, Sani Yaya, une première question d'actualité malheureusement brûlante.
les problèmes d'insécurité dans le nord de votre pays, le Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso, des militaires abattus dans des attaques terroristes, d'autres victimes. Améliorer les conditions de vie des habitants de ces régions est une priorité pour vous dans le cadre de l'ensemble de votre politique? Absolument, c'est la priorité au plus haut niveau, la priorité du président de la République, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé. Le président a toujours dit que, le chef de l'État a toujours dit que la lutte contre l'insécurité et le terrorisme se fait sur deux fronts. D'abord le front sécuritaire et ensuite le front social. Et sachez que c'est l'ensemble du pays qui est concerné. Dès lors qu'une région du pays est touchée, c'est l'ensemble du pays. Ça perturbe l'activité économique de l'ensemble du pays. Et le but, c'est d'éviter que les mouvements terroristes ne recrutent aussi trop facilement parmi les franges les plus défavorisées de la population? Exactement. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter plus d'inclusion. D'ailleurs, c'est une partie importante de notre feuille de route, un axe très important. Donc, apporter de l'inclusion et en même temps lutter contre l'extrême pauvreté et les vulnérabilités. Et donc, éviter qu'il y ait des tentations, justement, de recrutement. Parce que c'est comme ça que les mouvements recrutent. Promettent de l'argent et ils enrôlent comme ça les gens qui sont dans le besoin. Oui, absolument. Cette situation, vous avez commencé à le dire, elle pénalise fortement l'économie dans ces régions. Je voudrais que l'on écoute un exemple, un témoignage avec un conducteur de moto-taxi rencontré lors d'un reportage de nos confrères de France 24. On a trop peur avec la situation. Nous voyons des clients, on a peur de les prendre puisque à ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. On a trop peur. On peut, le matin comme ça, on peut sortir. Avant, quand il y avait la sécurité, avant on peut sortir, on peut travailler au moins 5 000 à 6 000. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité, vraiment ça ne va pas. Quand on sort même des fois, même difficilement à ramener 1 000 francs à la maison. Voilà, un salaire divisé par 5 ou 6 pour cette personne, Sani Yaya. Il faut aider les acteurs économiques, les personnes qui travaillent tout simplement dans le nord du Togo. Oui, cela traduit exactement ce que je venais de dire. C'est l'ensemble du pays qui est concerné. Celui-là qui est en train de parler, est-ce qu'il est à Lomé ou bien il est à Dapan? Vous ne m'avez pas situé. Mais dans tous les cas... Il est dans le nord du Togo. Voilà, il est à l'intérieur du Togo. Et ce que nous faisons, c'est au niveau du gouvernement, c'est de mettre en place un plan d'urgence pour les savanes. Et c'est un important plan, et pas seulement pour les savanes, mais pour l'ensemble du pays. Ça va s'étendre à l'ensemble du pays et c'est un plan qui se chiffre à près de 259 milliards de francs CFA pour justement éradiquer, disons, la pauvreté, les vulnérabilités, mais en même temps aussi construire les infrastructures socio-économiques de base, les écoles, les dispensaires, les pistes et bien sûr les ponts, les ouvrages de franchissement. Une question de Julien Clémenceau, puisque cette crise n'est pas la seule, malheureusement, dans la région. Oui. Améliorer les conditions de vie des populations, ça veut dire investir massivement. Comment le gouvernement fait face à ce surcroît de dépenses? Nous avons adopté un budget au niveau du gouvernement qui a pris justement en compte l'ensemble de ces préoccupations et de ces orientations. Nous avons dans le budget 2023 une bonne part de près de 50% qui est consacrée au secteur sociaux, à plus de 600 milliards. Donc, consacré au secteur social. Ça vient bouleverser votre feuille de route. Vous ne pouvez plus la tenir de la même manière. La feuille de route n'est pas bouleversée. Elle n'est pas bouleversée. Donc, la feuille de route, c'est le plan national de développement. Oui, la feuille de route, c'est, disons, la mise en œuvre du plan national de développement. Donc, je ne pense pas que ce soit bouleversé, mais c'est vrai que c'est un surcoût de dépenses qui n'était pas prévu au départ dans notre feuille de route. Mais nous devons y faire face parce que le premier axe, comme j'ai dit, de notre feuille de route, c'est la paix, la sécurité et aussi la cohésion sociale. Et donc, nous devons y faire face et nous devons investir massivement
pour le social et justement essayer de réduire les vulnérabilités, comme je l'ai dit. Monsieur le ministre, est-ce que l'économie du Togo est touchée aussi par les crises dans les pays voisins? On pense au Burkina Faso, juste au nord, lui aussi touché par le terrorisme. On pense au Mali, on pense à la Guinée. Oui, les crises dans ces pays, les crises d'insécurité. Les crises d'insécurité auxquelles s'ajoutent des crises politiques. Oui, l'essentiel c'est de voir qu'est-ce qui est à l'origine des crises politiques. C'est l'insécurité. C'est cette insécurité qui entraîne une certaine instabilité. Et donc, oui, notre port, bien sûr, dessert les pays de l'Interland, le Niger, le Burkina d'abord, le Niger, le Mali. Et forcément, s'il y a des perturbations dans ces pays, nous serons touchés. Et c'est pour cela que nous sommes résolument, au niveau du gouvernement, engagés dans la lutte contre ce fléau. Et même quand il n'avait pas encore touché notre pays, comme vous le savez, nous avons des troupes sur différents théâtres pour lutter contre justement le terrorisme au Mali, en Centrafrique. Vous ne diriez pas que les coups d'État dans certains pays sont causés, au-delà de l'insécurité, sont causés aussi par les pratiques de certains gouvernements ou de certaines personnes au pouvoir? J'ai déjà expliqué que cette instabilité politique que vous avez soulignée, la source, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Parce qu'il faut voir, tous ces pays-là connaissent un fléau, un problème d'insécurité. Le Mali, le Burkina. Sur les crises politiques, il y a eu des sanctions prises contre le Mali. Elles ont été levées au mois de juillet. Vous avez expliqué que le Togo est un corridor pour aller sur les pays de l'Hinterland. Est-ce que lever les sanctions, c'était une bonne chose pour la région en général? Les sanctions ont été prises pour donner le temps à la discussion, à la négociation au niveau de la CEDEAO. Et quand le temps est venu, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui apprécient et ils ont décidé donc de lever ces sanctions. Donc, ils ne peuvent pas avoir mal agi, je pense. Donc, s'ils ont levé ces sanctions, c'est que c'était opportun. Ils ont jugé tous ensemble, de façon unanime, qu'il était temps et que les conditions étaient réunies pour lever ces sanctions. Parce que les conséquences en fait économiques, elles étaient de ces sanctions, elles étaient à la fois sur les populations maliennes et aussi sur les pays voisins. C'est ça le fond de la réflexion? Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Alors, en plus des crises sécuritaires et politiques, l'Afrique, comme le reste du monde, est victime des conséquences de la guerre en Ukraine et du ralentissement de l'économie chinoise et doit lutter contre l'inflation. Donc cela touche l'alimentation, ça touche l'énergie notamment. Est-ce qu'au Togo, vous avez les moyens de développer des filets sociaux pour amortir ces chocs? Et surtout, est-ce que vous avez les moyens de cibler les plus démunis, ceux qui ont besoin d'aide? Dans un pays qui n'est pas le plus riche de la région et où la pauvreté est là depuis des décennies. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure, notre résilience, nous sommes ressortis à un taux de croissance de 2% en 2020 pour 1,8% qui était prévu au moment où le monde était en récession et au moment où même la zone et la sous-région étaient en récession. Nous sommes ressortis en 2021 à un taux de croissance de 6%, en 2022 à 5,8% et nous projetons 6,6%. Donc nous nous donnons les moyens pour pouvoir faire face à ces vulnérabilités-là au plan économique. Je pense que notre économie s'est montrée très résiliente et cela est dû bien sûr aux investissements et au travail que nous avons au niveau du gouvernement fait pour améliorer le climat des affaires et implémenter les réformes
qui sont des réformes structurantes. Vous savez, la feuille de route compte 36 projets et 6 réformes. Ça, c'est la marge de l'économie. Voilà. Mais qu'en est-il des filets sociaux, de la lutte contre la pauvreté? Oui, la lutte contre la pauvreté, nous continuons à nous focaliser là-dessus. Et nous disons que les secteurs sociaux, dans le budget de 2023, ont bénéficié d'environ 50%, avec une croissance d'environ 4 à 5%. Donc c'est quand même quelque chose auquel le gouvernement accorde une très grande importance. Est-ce que vous faites par exemple des subventions sur le carburant? Il y a ce genre de mesure qui est prise? Oui. Alors comment on fait ces subventions sur le carburant? Typiquement, elles profitent à l'ensemble des Togolais, y compris les Togolais qui n'ont pas besoin d'avoir une essence subventionnée. Comment on fait pour flécher l'aide sur les plus démunis? Oui, nous sommes effectivement en cours de réflexion sur cette question. C'est vrai que les subventions... Je vous rassure, ce questionnement, il existe aussi dans d'autres pays, y compris la France d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai. Donc c'est une vraie problématique. C'est vrai que nous voulons de plus en plus cibler les couches les plus vulnérables. Et c'est pour cela qu'il y a différents projets qui sont au niveau du numérique lancés, notamment le registre social unique, l'identification biométrique, pour permettre de mieux cibler l'aide et le soutien que le gouvernement apporte aux populations. Je crois qu'au terme de ce projet, nous allons mieux ajuster notre dispositif et surtout mieux orienter, mieux cibler, disons, les subventions que nous apportons aux populations. En ce qui concerne le carburant, c'est vrai, c'est une vraie problématique et les réflexions sont en cours parce que tout le monde en bénéficie et il n'est pas normal que des hauts cadres achètent le carburant au même niveau que les personnes, disons, les plus démunies. Et donc, les réflexions, c'est un peu délicat parce que pour mettre ça en œuvre techniquement, ce n'est pas évident. Et c'est tous ces projets qui sont en cours de mise en œuvre au niveau de l'identification biométrique et le numérique qui nous permettront justement de pouvoir mieux cibler les aides que nous apportons. Ces problèmes d'inflation, ces problèmes énergétiques, ces problèmes de carburant, ils touchent tous les citoyens, mais ils touchent aussi les chefs d'entreprise. C'est le cas de Médissa Sama. Cette chef d'entreprise aide elle-même les jeunes entrepreneurs et elle attend de l'aide de la part des pouvoirs publics. On va l'écouter. Déjà, la plupart du temps, nous faisons des activités de subsistance maintenant. Si nos clients n'ont pas les moyens de s'acheter nos produits, que nous, sur le terrain, on a du mal à acheter les produits, ce que ça contrarie nos activités, ne serait-ce que le déplacement, c'est déjà un problème. Comment on se débrouille? Bon, on manifeste un peu nos difficultés dans l'espoir qu'il puisse avoir des mesures comme revoir, par exemple, pour nous les entrepreneurs, si on peut avoir moins de charges fiscales, si on peut avoir des accompagnements au niveau de l'électricité et tout ça, ça peut déjà nous aider à nous soulager. Des propos recueillis par Peter Dogbé, le correspondant de RFI au Togo. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut subventionner les entreprises qui font face à tous ces problèmes, comme ça se fait dans d'autres pays du monde? Est-ce qu'il faut cibler aussi les entreprises? Vous avez passé un élément qui n'est pas daté. Donc je ne peux pas situer vraiment exactement. L'entretien, l'interview a été faite il y a quelques jours à Lomé. Mais parce qu'en réalité, ce que la personne est en train de demander est déjà mise en œuvre. Le président de la République a pris des mesures en avril et tout récemment avec le niveau d'inflation, le 16 septembre, le président de la République a pris des mesures très importantes en faveur des couches les plus vulnérables, des fonctionnaires, c'est d'où la subvention, l'augmentation de la subvention sur les carburants, les engrais et donc les entreprises aussi en termes d'allègement de la charge fiscale. Et donc je pense que la réponse est déjà apportée. Alors, donc c'est pour cela que je me demandais, ça me paraît un peu décalé par rapport à... Il y a parfois la mesure et le ressenti de la mesure, comme on le sait bien. Ouais. Parce qu'on a suspendu au niveau fiscal
les contrôles fiscaux. On avait suspendu aussi, si vous voulez, les pénalités, les amendes et les pénalités pendant toute la période de la pandémie. Et le 16 décembre, le président de la République avait indiqué que ces mesures devaient se poursuivre. Et donc, il y a eu aussi sur les hôtels qui ont été les plus affectés, l'allègement de la charge fiscale, et les hôtels et donc les restaurants. Les difficultés des entreprises ont été prises en compte. Prises en compte. Et récemment encore, dans le projet de budget qui n'est pas encore voté par l'Assemblée, le projet de loi de finances, ça a été un processus vraiment inclusif où nous avons écouté le secteur privé et avons tenu compte de la majorité de leurs doléances au niveau de la loi des finances. Julien Clémenceau, Jeune Afrique. On sait que le FMI n'est pas très favorable aux subventions. Et le FMI s'inquiète des politiques du quoi qu'il en coûte. Le FMI le dit à travers le monde, il le dit à travers le monde. Est-ce que vous discutez actuellement avec ses représentants pour la mise en place d'un programme d'aide? Oui, nous discutons, nous sommes en cours de discussion pour pas un programme d'aide, un programme financier avec le Fonds monétaire international. Ce n'est pas un programme d'aide, c'est ce qui est différent. Et nous sommes... Facilité élargie de crédit? Oui, facilité élargie de crédit. Et nous sommes en cours, nous allons reprendre les discussions en début de l'année et nous espérons qu'à la fin du premier trimestre, on aura bouclé les discussions pour parvenir en tout cas à un accord et un programme. C'est vrai, vous dites que le FMI n'est pas très favorable à ce genre de subventions, mais vous savez, je crois que le fonds a changé lui-même et comprend que quand il y a des situations exceptionnelles, qu'il puisse avoir quand même des mesures exceptionnelles, surtout quand elles sont ciblées et orientées vers le soutien des plus vulnérables d'entre nous. C'est une question de solidarité nationale et même internationale. Je vous rappelle que le FMI a milité en faveur justement de la redistribution des DTS. Et donc, c'est quelque part pour soutenir les États dans leur effort justement de réduction des vulnérabilités. Il y a quand même des conséquences pour les finances publiques. Il y a eu le Covid, il y a la crise ukrainienne, la dette publique des pays augmente, celle du Togo forcément. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter dans le contexte actuel? Non, nous suivons très bien la trajectoire de notre dette publique et pour l'instant, elle est vraiment dans une zone de soutenabilité remarquable. Nous sommes 61 ? Nous sommes à 61% de taux d'endettement. Contre 61% contre du 70%, PIB. 61% du PIB, contre 70%. Est-ce que vous êtes plus inquiet pour d'autres pays qui, eux, sont bien plus endettés que le Togo? Dans le mois, vous voulez dire, je n'ai pas de raison d'être plus inquiet. Je crois que la tendance générale des chiffres au niveau de l'UMOA montre aussi qu'il y a quand même une responsabilité dans la gestion de la dette qui est une rigueur. Et nous avons les institutions qui nous accompagnent aussi dans justement le pacte de la surveillance multilatérale. Et je pense que je n'ai pas de raison particulière d'être inquiet pour un pays. Dans le contexte actuel, il y a aussi le coût de l'argent qui augmente et notamment les taux d'intérêt des banques. Et ça crée des ralentissements aussi pour l'économie. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça c'est quand même quelque chose de préoccupant, la soudaine hausse des taux. Nous comprenons que face à cette crise, notamment ce dernier choc, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'inflation qui a atteint des niveaux vraiment jamais égalés. Au Togo ? Le niveau de l'inflation au Togo est autour de 7%. Ce qui est beaucoup moins que d'autres pays. D'autres pays, bien sûr. Par exemple, votre voisin ghanéen, où la monnaie est très fortement dépréciée. Est-ce qu'en tant que ministre des Finances, dans un pays où l'on utilise le franc CFA, est-ce que vous n'êtes pas content de pouvoir compter sur cette monnaie qui assure une certaine stabilité
malgré tout, dans ce contexte Vous parlez de international. quelle monnaie? Pardon? Vous parlez de quelle Le monnaie? franc CFA. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas la monnaie qui assure la stabilité. Je vais vous surprendre. Mais c'est les politiques monétaires et la rigueur que ceux qui ont la charge de mettre en œuvre ces politiques et le sens de responsabilité de ces responsables et des plus hautes autorités qui assurent une certaine stabilité. Ce n'est pas le nom de la monnaie, ce n'est pas la monnaie en elle-même, c'est la politique monétaire qui est. Et donc ça veut dire que le Ghana, si le Ghana est dans cette situation, avec une monnaie qui s'est fortement dépréciée, c'est parce qu'elle n'a pas eu la bonne politique? C'est vous qui le dites. Vous l'avez suggéré juste avant moi. Non, c'est vous qui je vous laisse responsable de vos propos. Mais ce que je dis, je parle pour l'UEMOA. Vous avez parlé de CFA et vous avez demandé si on n'était pas content. On dit souvent que le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro, ça donne quand même une certaine stabilité. Et notamment, c'est apprécié par les investisseurs, par l'économie en temps de crise. Au-delà de la rigueur avec laquelle on gère la question monétaire, le fonctionnement même de cette monnaie. Oui, en réalité, la stabilité, l'arrimage à l'euro, ça dépend des fondamentaux. N'oubliez pas que nous avons eu déjà à faire une dévaluation, je crois, en 1994. Et pourquoi il y a eu cette dévaluation? C'est parce que les fondamentaux l'exigeaient. Et donc, si les fondamentaux ne sont pas au beau fixe, évidemment, la monnaie ne peut pas être arrimée avec un taux d'échange constant. Forcément, les autorités, nos partenaires vont demander qu'on puisse discuter là-dessus. Donc, c'est pour cela que je vous dis que c'est les instruments qui sont, les politiques monétaires qui sont mises en œuvre pour veiller à la valeur de la monnaie, la valeur intérieure et la valeur extérieure de la monnaie qui font que, nous avons cette stabilité au plan financier. Le pragmatisme monétaire, nous dit le ministre de l'économie et des finances togolais, Julien. Vous êtes président du Conseil des ministres de l'UEMOA et là vous parlez de la nécessité de rigueur, de la gestion de la question monétaire, de la question économique au niveau donc de l'UEMOA. Est-ce que les crises actuelles n'incitent pas à davantage travailler avec l'UEMOA, au sein de l'UEMOA, pour trouver des réponses communes et donner plus de force à l'UEMOA dans ces crises très importantes que traverse la région? Je pense que... L'UEMOA aujourd'hui, peut-être la CEDEAO demain, en tout cas de travailler ensemble. Non, je pense que nous travaillons déjà ensemble. Et il est souhaitable qu'on poursuive la consolidation de nos unions ou de nos institutions. Très, très important parce que l'intégration au niveau de la zone est quelque chose de formidable et ça nous a permis ensemble de pouvoir, dans un élan de solidarité, pouvoir résister contre ces effets et ces crises. Mais il y a assez peu de moyens donnés à l'UEMOA quand on prend les commissions chargées de l'agriculture, etc. Elles ont assez peu de moyens pour travailler. L'argent est plutôt au niveau des pays. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité à un moment donné à les doter davantage pour que ça avance plus fort, plus vite? Vous savez qui le disent? Personne ne le dit, mais moi je vous le dis et c'est un fait. Moi, en qualité de président du Conseil des ministres de l'UEMOA, je n'ai pas eu à traiter un tel dossier, une telle plainte ou une telle requête. L'argent aujourd'hui, il est dans les pays. Il est dans les pays, il n'est pas au niveau de l'UEMOA. Mais l'UEMOA, il y a quand même des ressources qui sont affectées à l'UEMOA. Vous le savez. Au niveau des importations, il y a un prélèvement qui est fait et qui est destiné à l'UEMOA. Et l'UEMOA, je pense, a un budget avec un plan d'action et je n'ai pas vu que vous dites que le budget est suffisant au niveau de l'UEMOA. Si vous me permettez de terminer, je n'ai pas vu dans un projet de budget que nous avons adopté au niveau du Conseil des ministres un budget déficitaire ou un budget qui ne parvient pas dont les financements ne parviennent pas à couvrir les besoins. Donc je ne vois pas
C'est pour cela que je me demandais si, enfin, d'où cette affirmation sortait. Parmi les outils à disposition de l'UMOA, il y a la BOAD. C'est une banque importante, la Banque de développement. Il était question d'une augmentation de capital. Est-ce que cette augmentation va se faire? Vous avez demandé au président de la BOAD? Je vous demande à vous, mais peut-être... vous aurez plus de précisions avec le président de la BOAD. Mais c'est vrai que le Conseil des ministres connaît quand même des questions d'augmentation des capitales en vertu des dispositions statutaires. Le dossier d'augmentation des capitales avait été soumis au Conseil et le Conseil est en cours d'examen et nous avons demandé des informations complémentaires, donc c'est toujours en cours d'étude. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le renforcement des fonds propres de toute institution est quelque chose qu'on doit quand même soutenir. Pour autant, l'augmentation des fonds propres doit se faire de façon à donner tous les moyens à cette institution pour soutenir les économies de nos États. Et donc, le Conseil a voulu avoir plus d'informations sur l'ensemble de cette opération. Là aussi, les choses sont en cours. Sani Yaya, le ministre togolais de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de l'UMOA et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, ici à Lomé, où se tenait le sommet de l'industrie financière africaine, ouvert par le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui, devant les banquiers et les assureurs, décrit un futur optimiste. Ce futur, mesdames et messieurs, nous le construirons ensemble. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une conviction forte. L'avenir de la finance africaine se construira sur la collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur financier. Ensemble, nous identifierons les grands projets qui structureront le continent. Ensemble, nous attirerons les investisseurs étrangers en quête d'investissement durable et ensemble, nous saurons révolutionner le secteur de la finance africaine. C'est sur cette note de confiance que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. Le président togolais Faure Gnassingbé, Sani Yaya, attirer les investisseurs étrangers, a dit le chef de l'État. Ça va passer aussi par la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange. Ça peut intéresser, attirer les investisseurs? Oui, les investisseurs étrangers, ce qui les attire d'abord pour ce qui nous concerne dans notre pays, c'est le travail formidable que nous faisons au niveau du gouvernement sous le leadership du président de la République pour améliorer le climat des affaires, avoir un cadre macroéconomique stable et implémenter des réformes vraiment en profondeur et des réformes structurantes. Donc, nous pensons que oui, la ZLECAf aussi c'est un immense marché qui va sans doute attirer les investissements étrangers. Et donc, je crois que le président de la République a tout à fait raison d'être optimiste et confiant. Il faudrait que ça aille un petit peu plus vite, on va dire, cette intégration africaine. Oui. Voilà. On sent que de sommet en sommet, on en parle beaucoup. On en a parlé à Niamey il y a quelques jours encore. Les actes attendent. Oui, vous savez, c'est des initiatives comme celle-ci, du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé, c'est les banques, c'est ces institutions qui vont aider à l'intégration africaine et à l'intégration au niveau de la ZLECAf. Donc c'est pour cela que nous soutenons vraiment cette initiative de AFIS, de Jeune Afrique, pour amener tous ces partenaires-là de divers horizons, justement de la zone, à se parler et à voir ensemble comment est-ce que nous pouvons trouver les moyens pour avancer et proposer justement des approches de solutions aux politiques, pourquoi pas. Un des enjeux aussi de ce sommet, c'est de faire réfléchir les acteurs du secteur financier ensemble à la meilleure manière de faire entendre la voix de l'Afrique, du secteur financier africain,
au-delà du continent, au niveau international, puisqu'il y a des questions réglementaires, des questions de fonctionnement, et l'Afrique a ses propres besoins qui ne sont pas toujours pris en compte au niveau international. Est-ce que ça vous paraît important? Nous pensons que oui. L'Afrique a ses réalités et la réglementation au niveau international devait tenir compte des réalités africaines, ou à tout le moins donner parfois un peu de temps à l'Afrique, une période de transition pour qu'elle puisse s'ajuster. On n'a pas eu la même histoire, on n'est pas au même niveau de développement. L'Afrique a une poussée démographique importante, a d'énormes défis en termes sociaux, a d'énormes défis en termes sécuritaires et d'énormes défis en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit des infrastructures de franchissement ou que ce soit des infrastructures énergétiques. En tout cas, l'Afrique a d'immenses besoins et je crois que la réglementation au niveau international en ce qui concerne le financement de nos économies devait tenir compte aussi de nos réalités et de nos besoins et nous laisser aussi le temps de pouvoir nous ajuster et nous adapter. Le secteur financier, puisque l'on en parle, joue évidemment un rôle majeur aussi pour le développement des entreprises, pays par pays, mais aussi à l'échelle continentale. Mais les banques sont souvent critiquées, notamment par les petits patrons. On va écouter l'un d'entre eux, il s'appelle Philippe Yao Awaga, il est directeur associé du cabinet Synergie et il est consultant en management des entreprises. Aujourd'hui, quand vous allez à la banque pour obtenir du crédit, les conditions qu'on vous demande de remplir sont assez difficiles, surtout quand on est jeune, parce que on vous demande des garanties, on vous demande la viabilité, on demande l'expérience même de l'entrepreneur lui-même. Vous convenez avec moi que c'est compliqué à remplir du premier coup. Donc, on vous demande des choses en tant que jeune que vous ne pourrez pas avoir, notamment, par exemple, des biens immobiliers. Vous imaginez un jeune qui va à la banque, on lui demande de l'avoir de l'historique avec la banque ou avec une autre banque avant qu'on ne lui passe de l'argent, alors qu'il vient de démarrer ses activités. Sani Yaya, est-ce que l'État doit intervenir pour que les banques financent davantage les entrepreneurs, et notamment les jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'il faut presque les obliger? C'est très délicat de dire obliger les banques. Mais si elles ne le font pas? C'est des investisseurs qui ont investi leur argent et qui sont soumis à une certaine réglementation et qui attendent aussi la rentabilité de leurs investissements. Si l'État intervient pour obliger les financements, quel est le rôle en ce moment que l'État joue? Aujourd'hui, est-ce que l'État peut se porter garant parfois? Oui, dans ce sens, oui, mais pas l'obliger. Et c'est pour cela qu'il y a des mécanismes de garantie qui sont mis en œuvre, il y a des instruments ici et là, pas seulement dans notre pays. J'ai cité l'exemple aujourd'hui de l'ANPGF, qui est une agence nationale de garantie et de financement des petites et moyennes entreprises. Il y a d'autres mécanismes de garantie. Au niveau sous-régional, nous avons les FRS, nous avons le FAGAS et nous avons African Guarantee Fund. Tous ces acteurs sont là pour aider à dérisquer un peu les financements. Donc, ce que nous disons, récemment, nous avons adhéré aussi à l'ACA, et donc nous avons réuni l'ACA. C'est un organisme qui est chargé de partager le risque avec les banquiers, qui est basé, je crois, au Kenya. Et donc, c'est avec d'ailleurs l'aide de la coopération allemande que nous avons adhéré et libéré notre capital. Et nous avons réuni tous les principaux acteurs du secteur privé pour les sensibiliser à utiliser justement cet instrument pour pouvoir se garantir. Vous n'êtes pas obligé forcément d'amener toujours des actifs immobiliers auprès du banquier, mais vous pouvez amener une contre-garantie. Est-ce que le fait d'avoir l'éclosion de banques africaines, notamment d'Afrique de l'Ouest, venant
du Burkina, avec des entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que ces gens-là ne sont pas plus au fait des réalités africaines que les banques internationales? Et est-ce qu'elles ne sont pas plus aptes à prêter aux petites entreprises qui ont besoin de se développer et besoin de financement? Parce qu'elles connaissent mieux les contraintes, oui, les réalités. Absolument, absolument, parce qu'elles connaissent la réalité du terrain, elles connaissent les besoins et elles apprécient différemment le risque par rapport aux banques internationales, en tout cas aux banques étrangères. Elles apprécient différemment le risque parce qu'elles elles connaissent mieux le contexte que nous vivons et nous pensons que l'éclosion des banques, disons, régionales est une bonne chose pour notre continent. Pour aller encore plus loin, Sani Yaya, est-ce qu'avoir des banques africaines puissantes, est-ce que c'est un enjeu de souveraineté pour le continent? Oui, nous pensons que c'est un enjeu de souveraineté parce que nous pensons que pour financer nos économies, les décisions de financement devraient se prendre sur le continent africain, plutôt que qu'elles se prennent ailleurs, à l'étranger, parce que là, vous êtes soumis, disons, au bon gré voilà, de ces banques. Alors que si c'est sur le continent, c'est des gens que nous connaissons, c'est des gens qui nous connaissent, qui se connaissent entre eux, et donc c'est plus facile. C'est un enjeu de souveraineté. Puisque nous sommes dans la capitale togolaise, on sait qu'à Lomé se trouve le siège d'un certain nombre de banques, la BOAD, la BIDC, la Banque de développement de la CEDEAO, Ecobank, Orabank. Lomé devient un hub, une plateforme financière. Écoutez ce qu'en dit Paul-Henri Etnard, le directeur général d'Ecobank en Côte d'Ivoire, qui au passage est de nationalité togolaise. Ça me fait penser à ce qu'on disait de Singapour il y a 60 ans. Il y a 60 ans, Singapour avait cette ambition de devenir un hub. Ils sont un hub aujourd'hui logistique et un hub financier. Ce que je vois du Togo, c'est à peu près ça. Ça prendra le temps qu'il faut. Et je pense que la détermination qu'on voit au niveau des décideurs sur le sujet de positionner le Togo comme hub de service et hub logistique, je pense que ça va dans la bonne direction. Et nous, les banques, nous devons soutenir cette tendance parce que le Togo a une chance énorme. Elle a accès à la mer. Et elle a aussi une position centrale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a plusieurs éléments objectifs qui militent vraiment pour que le défi, ce voyage vers un hub logistique, un hub financier réussisse. Paul-Henri Etnard, le directeur général d'Ecobank, Côte d'Ivoire, rencontré lors de cette première édition de l'AFIS ici à Lomé. Julien. Sani Yaya, comment le Togo peut attirer de nouveaux sièges de banque? Qu'est-ce qui est mis en place pour y parvenir? On pense notamment, et on en parlait tout à l'heure, aux entrepreneurs burkinabés. Par exemple, le patron des BOMAF qui a lancé sa banque. Comment on le fait venir à Lomé pour qu'il installe son siège ici? D'abord, c'est le climat des affaires. Ensuite, la stabilité, la paix et la sécurité. Et il y a aussi tout ce que nous avons fait comme réforme au niveau du Code des investissements, qui donne un certain nombre d'avantages fiscaux pour les investisseurs. C'est ça qui attire, disons, les investisseurs vers notre pays, et notamment celui que vous venez de citer, mais d'autres aussi. Le DG, pardon. Mais d'autres. Mais d'autres aussi, et BOMAF et d'autres. Est-ce que ça peut vous apporter à vous, au Togo, d'être un hub financier? Ah oui, ça nous apporte beaucoup de savoir que, il a dit, M. Paul-Henri, qu'est-ce que Singapour, vous voyez ce que ça représente. Et donc, nous pensons que... C'est quoi? C'est une expertise? Ce sont des emplois? Ce sont des revenus fiscaux? Il y a beaucoup de choses. Il y a des emplois, il y a des revenus, et surtout s'il y a une participation aussi togolaise, il y a des revenus au niveau capitalistique et aussi des revenus fiscaux. Donc ça nous apporte beaucoup, en plus de financer directement notre économie. Parce que ces institutions qui sont financées, qui sont installées ici, contribuent
au financement de nos économies et au financement aussi des opérations que l'État lance sur les marchés monétaires ou les marchés financiers. Justement, là on parle beaucoup des banques privées. Parlons quelques instants, Julien, des banques publiques. Oui, le Togo a privatisé quasiment toutes ses banques. Il en reste, à ma connaissance, une, l'Union togolaise des banques, l'UTB. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle va être aussi privatisée? Et pourquoi le Togo ne garde pas de banque publique? Les deux banques étaient sur le marché. C'était un processus, c'est un choix que nous avons opéré. Vous voulez dire la BTCI? La BTCI qui a été cédée. Qui est devenue donc, qui a été cédée et qui a changé de nom avec IB Bank qui a repris 90% du pacte. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le groupe Obomaf, mais c'est l'ensemble du groupe, oui, mais c'est IB Bank. Mais du groupe Obomaf, oui, d'accord. Mais en réalité, c'est aussi un autre groupe au niveau financier. Donc, IB Bank est un groupe. Mais l'ensemble, le grand groupe, c'est le groupe Obomaf. Alors, c'est donc la BTCI et l'UTB qui étaient donc sur le marché. Nous avons eu des offres, notamment pour la BTCI de IB Bank, donc du groupe Obomaf. Et puis, pour l'UTB, nous avons eu disons, une offre du groupe Ecobank et nous n'avons pas finalisé la discussion parce qu'il y a des points sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord sur leur offre. Et donc, nous continuons les discussions, nous allons les reprendre et on va voir dans quelle mesure nous allons parvenir à un accord. Donc, c'est un choix stratégique que nous avons fait, donc de céder ces deux banques publiques. Encore un dossier en cours. En revanche, nous pensons qu'une banque digitale... C'est dans la feuille de route, ça? Dans la feuille de route. Et voilà, donc c'est ça l'idée, c'est de lancer une banque digitale pour accompagner la politique d'inclusion du pays, l'inclusion financière. Il nous reste quelques minutes encore, Monsieur le Ministre. On vient de dire que Lomé est une plateforme financière, c'est aussi une plateforme logistique avec son port en eau profonde, naturelle, sur la côte ouest. Comment se porte-t-il aujourd'hui? On sait que c'est majeur pour l'économie togolaise, cette activité portuaire. Le port du Togo se porte bien, nonobstant toutes les crises. Je crois que on vient d'avoir une notation où nous sommes encore sortis le premier port à conteneurs de la sous-région et le premier port en eau profonde de l'Afrique, en eau profonde naturelle de l'Afrique. Donc nous pensons que les activités n'ont pas décru, au contraire. C'est vrai que le nombre de navires a peut-être régressé, mais les marchandises justement traitées sont en hausse. On est dans une période de bouleversement dans ce secteur, avec le départ de Bolloré. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que MSC, qui va prendre la suite, en sachant que ça n'est pas vraiment un spécialiste de la logistique portuaire, déjà installé en Afrique, mais voilà, qui va avoir une forme de monopole? Vous savez que MSC est installé ici. Et donc, nous avons de très bonnes relations. Je ne voudrais pas commenter sur quelque chose qui n'est pas encore conclu. Et je vous laisse la responsabilité du commentaire que vous avez fait par rapport à la qualité de MSC. Mais nous pensons quand même que je n'ai fait que poser une question, je n'ai rien affirmé. Nous avons d'excellentes relations avec MSC. Et bon, dans le cadre de cette session, je crois que nous discuterons et qu'ensemble nous trouverons, disons, des points d'accord qui, disons, permettent à chacun, l'État, MSC, de sortir chacun gagnant
Monsieur le ministre, vous avez certainement suivi avec attention ce qui s'est passé à la COP27 en Égypte, avec l'Afrique qui a obtenu la création d'un fonds pour son adaptation au changement climatique. Les engagements au-delà de ça sont relativement maigres au niveau international. Est-ce que l'Afrique doit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est un accord historique. De la COP27, c'est un accord historique en ce qui concerne les compensations financières pour l'Afrique. Parce que, comme vous savez, l'Afrique représente 17% de l'humanité, mais émet que 4%, mais est le plus grand, celui qui subit le plus les conséquences des gaz à effet de serre. C'est assez loin pour l'Afrique, les engagements. Et donc, nous pensons que cet engagement financier de compensation est quelque chose de juste pour l'Afrique. Et nous nous réjouissons. Pour autant, nous pensons qu'effectivement, il faut poursuivre les discussions parce que sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas pu parvenir à un accord. Et nous sommes encore attentifs et nous suivons la situation parce que cela a un impact sérieux sur nos économies. Et selon la CEA, vous savez que la Commission économique pour l'Afrique, l'impact sur le PIB est de 5%, voire jusqu'à 15%. Vous voulez parler des épisodes inondations, sécheresse? Exactement, l'impact justement des problèmes climatiques, les inondations, les sécheresses. On a parlé des effets des différentes crises sur le Togo, sécuritaire, politique, l'inflation, la crise économique mondiale. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut faire aussi de la lutte contre le réchauffement climatique, des investissements dans l'économie verte, une priorité dans ce contexte? Ou est-ce qu'on est obligé de remettre ça peut-être à plus tard? C'est une priorité. Si vous regardez notre feuille de route, nous sommes très sensibles à la question du climat. Nous avons au niveau de la route qui va à la frontière du Bénin, 2 routes qui sont dans la mer. Donc c'est des investissements perdus. C'est un exemple pour vous dire. Donc nous sommes très sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et nous pensons que tout ce que nous faisons s'appuie sur justement la durabilité en termes de décisions au plan économique. Autre sujet d'actualité pour le Togo, comme le Gabon, votre pays vient d'adhérer au Commonwealth. Est-ce que c'est une organisation qui vous semble plus intéressante en termes de retombées économiques que la francophonie qui vient de se réunir en Tunisie? Voilà. Est-ce que, au-delà des aspects linguistiques, est-ce que c'est intéressant pour le Togo d'être en lien plus étroit avec les pays anglophones de la région? Vous avez un voisin, le Ghana, vous avez le Nigeria, vous avez un peu plus loin le Kenya, par exemple. Je vous répondrai par l'affirmative, parce que vous avez dit, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Si ce n'était pas intéressant, on n'allait pas y adhérer. Et donc, mais le Commonwealth vous paraît-il plus dynamique au plan économique que ne l'est la francophonie? Nous venons d'adhérer. Ne me demandez pas de vous dire qui je préfère le plus si j'avais 2 épouses. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut nous laisser le temps. Nous venons d'adhérer et donc nous sommes en train d'établir ces liens, de les renforcer. Et donc, laissez-nous le temps d'apprécier ce que ces relations nous apportent. Nous espérons et nous pensons que ça pourra nous apporter beaucoup. Mais comme vous savez, le monde est ouvert aujourd'hui. Ce n'est plus bipolaire, ce n'est plus... La France, on parle de francophonie,
Si on parle de France, est-ce que la France est toujours un partenaire important pour vous? On sait que la perception de la France a évolué, notamment dans les populations, et que parfois il y a un rejet de l'ancienne puissance coloniale. Comment vous voyez votre relation avec la France? Est-ce qu'elle est très importante, moins importante? Est-ce qu'elle doit être mitigée puisque le monde est divers, n'est plus bipolaire, il est multipolaire? Comment vous voyez les choses? Non, je pense que la France est un partenaire historique. C'est un partenaire historique, mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le monde n'est plus bipolaire et je crois que tous les pays sont ouverts vers tout partenariat qui pourra apporter un mieux-être à la population sans faire de fixation. Et donc, je pense que nous respectons nos relations avec la France, bien sûr, mais nous sommes ouverts vers d'autres partenariats qui puissent nous apporter... L'Allemagne, par exemple, est un pays avec lequel vous entretenez de bonnes relations. Et bien d'autres aussi. Donc, c'est une nouvelle forme, une nouvelle phase plutôt d'émancipation par rapport à la France, le fait de dire, voilà, il n'y a pas seulement la France, mais il y a l'ensemble des pays du monde qui sont prêts à travailler avec nous, prêts à investir dans notre pays. En fait, ce n'était pas exclusif, les relations avec la France. Je crois qu'on n'a pas signé un accord d'exclusivité avec la France. Vous seriez quand même heureux si la France devenait championne du monde de football dans quelques semaines? Pourquoi pas le Sénégal ou le Maroc? Un autre pays. Pourquoi pas un pays africain? nous verrons bien effectivement dans quelques semaines au Qatar. Je suis africain, parlez-moi de l'Afrique. Parlez-moi d'un pays africain. Mais alors, qui supportez-vous pour la Coupe du Monde, puisque le Togo est arrivé deuxième dans la phase de qualification derrière le Sénégal? Est-ce que vous êtes derrière les Sénégalais? Oui, je supporte le Sénégal, mais je supporte bien sûr toute équipe africaine qui pourrait nous honorer lors de cette Coupe du Monde et pourquoi pas atteindre des niveaux jamais atteints et créer les surprises. Et un jour, le Togo y reviendra. Merci à vous, Sani Yaya, de nous avoir accueillis ici à l'hôtel 2 février à Lomé. Merci d'avoir été notre grand invité de l'économie avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. À bientôt. À bientôt, merci Bruno. Cet entretien, vous le retrouverez en audio sur le site de RFI, en toutes lettres, sur le site de Jeune Afrique et en version vidéo enrichie sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. N'hésitez pas à partager, à commenter les propos de notre invité. Pour cela, vous avez aussi Facebook, notre page RFI Éco. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.